pour préciser, je dois dire que j'ai été effectivement staff, comme on dit, c'est-à-dire employé permanent à la coopération française, que j'ai quitté volontairement. J'ai démissionné, ensuite j'ai été staff permanent senior économiste à la Banque mondiale pendant 15 ans, 8 ans à Abidjan, 2 fois 4 ans à Abidjan, 2 fois 4 ans à Washington. Je suis aussi parti, j'ai pris une retraite anticipée précipitée. Et ensuite, j'ai travaillé sur des programmes de l'Union européenne sur lesquels j'ai aussi démissionné en Côte d'Ivoire. Bon, donc si vous voulez, juste pour vous dire aussi que j'ai vécu au total 14 ans en Côte d'Ivoire, 12 ans en Haïti, ou 13 ou 14 ans aussi, quelque chose comme ça, 2 ans au Burkina et 8 ans à Washington. Donc je ne suis pas très français intégré dans le système. Je regarde, disons, un peu des différents points où je vis finalement, comment ça se passe au niveau des actions qui sont faites, des discours qui sont tenus et des réalisations sur le terrain. Et en particulier, travaillant sur le secteur agricole, pour tous ceux qui dépeignent l'Afrique comme le futur miracle qui va arriver dans le siècle qui vient, je crois qu'il ferait bien d'y regarder à 2 fois, parce que quand on voit la dégradation et la pauvreté, pour ne pas dire la misère qui s'installe dans les pays, au niveau des populations, pas effectivement de certains quartiers des capitales, mais il faut faire très attention entre la différence du discours et ce qui se passe réellement. Juste avant de commencer, peut-être aussi pour ceux qui étaient là ce matin, il y avait une question sur les APE, sur les accords de partenariat économique avec l'Afrique. J'ai lutté contre pendant 10 ans. La situation actuelle, elle est assez tendue, puisque finalement, il devrait être normalement complètement ratifié. On avait espéré que le Nigeria ne signe pas, ne ratifie pas l'accord, mais il semble bien qu'il y a eu quelques semaines, pas très longtemps, quelques semaines, le président nigérian est venu à Paris rencontrer le président de notre pays, et que pour lutter contre Boko Haram, de l'aide française a été proposée pour finalement, et peut-être, aller vers une signature des Nigeria. Voilà aussi ce à quoi servent nos forces françaises dans les pays dont on dit qu'on va les aider à trouver des solutions. Bon, par rapport à ça, si vous voulez, je reviendrai tout à l'heure sur une partie de ce qu'a dit ma collègue, la continuité, disons, sur les problèmes de la légitimité du système capitaliste et sur ce qu'on peut attendre de sa morale. Juste peut-être pour détendre l'atmosphère un peu par rapport à ça, un peu d'humour peut-être. Je suis économiste, comme on dit, mais moi je suis frappé, et j'ai été frappé, disons, dans les institutions dans lesquelles j'ai travaillé, sur l'incapacité des économistes à regarder en dehors de leurs petites lunettes. Il paraît qu'on vient de trouver la souche, disons, du virus Zika, vous savez, cette maladie qui réduit le cerveau. Je pense qu'on devrait regarder si le Zika n'a pas atteint tous les économistes libéraux dans les années 80 ou 90, faisant que finalement il y a eu une épidémie généralisée qui les a rendus incapables de voir en dehors du système capitaliste proprement dit. Parce que c'est quand même curieux que pratiquement 90% de ces gens-là ne tiennent que le discours de ce système-là. Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, c'est que curieusement aussi, les médias doivent être attirés par le même virus, puisqu'ils n'invitent que cela. Bon, il en a été question ce matin. Mais bon, là, il y a quand même un gros problème, disons, sur, effectivement, le système d'analyse et les informations qui circulent, évidemment, et qui sont limitées à, finalement, une perception très réduite du monde dans lequel vivent les êtres humains. Autre élément, disons, d'actualité, avant d'en venir à mon exposé proprement dit, ou mes propositions proprement dit, c'est l'histoire du Brexit. L'histoire du Brexit, bon, quand je regarde les Anglais, ils ont vraiment eu une mauvaise semaine quelque part. Bon, ils quittent l'Europe, ils se font virer de la Coupe de football. La reine leur annonce que, par l'Islande en plus, et la reine leur annonce qu'elle est toujours vivante. C'est sa seule réponse. Et puis en plus que la pluie continue à tomber. Franchement, ça n'a pas dû être facile. Ceci dit, bon, nous, par contre, on a de la chance, puisqu'on est en France, donc on a des économistes, toujours les mêmes, les économistes Zika Télé, là, qui finalement nous expliquent qu'on a beaucoup de chance avec le Brexit, parce qu'on va récolter la City. Bon, on ne l'aura pas complètement, parce qu'il y a une partie qui va partir à Francfort, peut-être, l'autre à Dublin, mais quand même, on va en récupérer une partie, et c'est très bon pour nous. Je ne sais pas où est-ce qu'ils prennent que c'est bon pour nous, en particulier pour les 5 ou 6 millions, voire 8 de chômeurs ou de gens en difficulté qu'on a dans notre pays. Ça veut dire qu'en gros, on va récupérer 3 ou 4 000 personnes qui étaient parties faire beaucoup d'argent à Londres, qui sont au cœur du système libéral d'exploitation systématique des populations et qui finalement vont revenir chez nous. On en a de la chance. C'est ce que nous disent nos économistes en question. Donc voilà où on en est. À quoi sert la City ?
comment elle fonctionne, quel est l'impact sur l'économie. Vous pouvez regarder les guignols de l'info, enfin je veux dire BFM TV, vous n'aurez pas beaucoup d'informations là-dessus. Par rapport à ça, aussi du côté des économistes, il y a des choses qui sont quand même troublantes. Ces gens-là ont fait beaucoup d'études, en particulier, il paraît qu'il faut faire des études de mathématiques, j'en ai fait aussi, bon, puisque je suis économiste, et donc sur une population de 65 millions d'habitants, on demande aux gens, finalement, il y en a quelques centaines de milliers qui sont effectivement à Londres, qui s'enrichissent bien, ou dans quelques grandes villes, puis la grande majorité s'appauvrit depuis plus d'une dizaine d'années. Et on demande à ces gens-là, est-ce que vous voulez continuer à vous appauvrir? Ils disent non. Bon, c'est assez incompréhensible. Mais les économistes, eux, ils avaient prévu que finalement, ils allaient dire oui. Parce que pour eux, la majorité de 65 millions d'habitants, c'est quelques centaines de mille qui sont dans les capitales ou qui sont... Bon, ils ont une notion des mathématiques qui est quand même assez troublante. Donc, bon, voilà les mains dans lesquelles nous sommes actuellement pour arriver à comprendre ce qui se passe et diriger les sociétés dans lesquelles on vit. Je souligne aussi que quand même, quand on nous explique maintenant que les Anglais n'avaient pas compris, ils ont quand même la plus belle télévision au monde, soi-disant la BBC, qui est la meilleure télévision, la plus objective. Bon, ils n'ont pas compris. Mais bon, on peut se poser des questions sur la BBC aussi. Un conseil, regardez les télévisions, nos chères télévisions, prenez quelques notes, c'est gratuit, et puis vous les relirez dans un an, en particulier ce qu'a dit les économistes. Ça vous donnera une occasion de rire un bon coup, et c'est gratuit. Parce que vous pouvez être sûr qu'ils vont se tromper pratiquement sur tout. Pendant ce temps-là, disons des choses peut-être un peu moins gaies, un peu plus tristes aussi dans l'environnement des quelques mois qui sont passés. Syriza, en Grèce, qui a vendu le vote de son peuple et son patrimoine pour renflouer les banques. Je vous rappelle que sur ce qui vient de se passer dernièrement, on a annoncé qu'un nouveau prêt vient d'être donné à la Grèce. Il était question de 11 milliards, et sur les 11 milliards, il y en a 7,5 ou 8 qui vont être versés pour renflouer uniquement les banques. C'est à ça que servent les prêts, finalement, que l'Union européenne fait aux Grecs actuellement. Donc bon, pour ce pays finalement qu'on avait osé appeler le berceau de la démocratie, il fallait y penser d'ailleurs, appeler ça le berceau de la démocratie, quand dans les faits, 70% de la population de la Grèce antique était quand même exclue finalement du système. Hein. Les femmes et les esclaves en étaient exclus. Bon, il y avait peut-être le berceau, mais apparemment la démocratie n'était pas dedans. Hein. Donc, bon. Et je rappelle aussi, je ne suis pas spécialiste de la Grèce antique, mais quand même, quand on lit un peu les papiers qui ont été écrits à ce moment-là, manifestement, ceux qui participaient au dispositif démocratique qui ne concernait que 30% de la population, eux, ils ne travaillaient pas beaucoup. C'est-à-dire, derrière, ils avaient des gens qui travaillaient pour eux, et dans les faits, une question qui est pratiquement jamais soulevée par les historiens, ou qui est très peu soulignée, c'est que pour ceux qui participaient au petit processus démocratique, dans les faits, ils avaient un temps libre énorme. C'est-à-dire, même à cette époque-là, le temps de la démocratie était un temps important. J'y reviendrai tout à l'heure pour voir comment dans nos systèmes capitalistes, finalement, on nous empêche d'avoir ce temps de la démocratie. Bon, vous serez certainement déçus parce que je n'ai pas de solution clé, hein, seulement un questionnement, des questionnements que je considère comme fondamental et incontournable pour bâtir la première société démocratique. Je dis bien la première société démocratique. Pour moi, en tout cas, il n'y a pas eu de société démocratique jusqu'à maintenant. Ça, c'est une réalité. On y reviendra peut-être si vous voulez approfondir ça. Je vais tenter d'expliquer pourquoi le système que moi j'appelle le SAC, c'est curieux d'ailleurs parce que ça va très très bien, c'est le système d'accumulation et de concentration du capital. Ça vous donne SAC. C'est étonnant, mais c'est le SAC. On veut vous mettre dedans. Et on est dedans pour la plupart d'entre nous. Donc je vais aussi commencer par préciser ma compréhension d'un certain nombre de mots et de concepts. Parce qu'effectivement, les médias utilisent ces mots et ces concepts actuellement sans aucun discernement. Et même si l'impact sur les milliards d'êtres humains, disons, est gravissime. Je vais commencer par le terme de travail. C'est le moment, puisque cela ne vous a pas échappé, nous sommes confrontés à une chose bizarre que l'on appelle la loi travail. Vous avez bien entendu, on parle de loi travail. Il n'a pas été question d'une loi sur la gestion de l'emploi salarié, mais bien de loi travail. Toutes celles et ceux qui s'occupent de leurs enfants, de leurs parents, d'améliorer leur environnement,
de participer bénévolement à la gestion de la cité ou à des associations, etc., vous tous, vous n'avez pas d'emploi, donc vous ne travaillez pas. Vous n'êtes pas concernés par la loi travail. C'est simple. Pour ceux qui n'ont pas compris, ça veut dire tout simplement que vous n'êtes pas économiste. Voilà. Parce que pour eux, seul compte le travail que vous effectuez dans le cadre d'un emploi marchand, quand vous vendez votre force de travail dans le cadre de ce fameux SAC, de ce système d'accumulation et de concentration capitaliste. Il faut faire attention, ce glissement sémantique sur ce qu'on appelle la loi travail, qui dans les faits est une loi qui ne concerne que l'emploi marchand. Ce n'est pas anodin. C'est quelque chose qui permet, finalement, ça n'a même pas été questionné par la majorité des médias. Ça fait que les activités des êtres humains sont utiles uniquement pour eux si elles sont marchandes. Le reste, ça ne les intéresse pas. Donc, ça veut dire que si vous avez un emploi, vous travaillez. Vous n'avez pas d'emploi marchand, vous ne travaillez pas. Vous êtes inutile à la société, vous devenez une personne à charge de la société. C'est même plus sous-entendu. À longueur de journal, à longueur de médias, on vous fait la démonstration que vous devenez des personnes à charge parce que vous n'avez pas d'emploi marchand. Nous vivons dans un système, le système capitaliste, d'accumulation et de concentration du capital, qui s'octroie donc le droit d'intégrer ou d'exclure des êtres humains de la société dans laquelle ils vivent. C'est ce qui est en train de se passer maintenant depuis des décennies, depuis d'ailleurs même avant, depuis longtemps. Ce n'est donc pas, comme cela se dit dans les médias majoritaires, un simple système économique. C'est en même temps un type d'organisation sociale fondé sur un droit d'exclusion, de marginalisation par une minorité qui détient et qui gère le capital. Cette usurpation du rôle de maître de la structuration sociale est un des fondements du système capitaliste. Elle est constitutive dès le départ de ce système d'accumulation et de concentration du capital. Donc ce n'est pas quelque chose d'innocent. Quand on vous parle de loi travail au lieu de vous parler de loi sur l'emploi, ça veut bien dire qu'une partie de la population sera naturellement exclue de ce système-là. Ce qu'on en fera, on verra après. Pour ce qui me concerne, je ne suis pas un des défenseurs du système d'accumulation et de concentration du capital, vous l'avez compris. Je fais partie d'un mouvement de réflexion et de recherche qui n'est pas nouveau. Il est encore diffus, mais qui prend de plus en plus d'ampleur. Nous participons à la construction progressive d'un autre paradigme pour appréhender les sociétés humaines, dont le fondement premier, et je répète bien, dont le fondement premier est qu'un être humain est égal à un être humain, chacun conservant toutes ses diversités. Je vais y revenir tout à l'heure, c'est exactement ce que le système capitaliste et d'accumulation du capital détruit avec une méthodologie et une constance permanente depuis qu'il existe. Donc je réfute la catégorisation qui survalorise l'emploi salarié et crée de fait une catégorisation hiérarchisée des êtres humains, des utiles vers les inutiles de la société. Ceux qui ont des emplois étant supérieurs à ceux qui n'auraient que des activités. Cette classification hiérarchisée n'a aucune légitimité, si ce n'est celle que se sont octroyés les tenants et les gestionnaires de l'accumulation et concentration du capital. Les êtres humains n'ont que des activités. L'emploi marchand n'étant qu'une activité parmi d'autres, sans plus ni moins de valeur. Il n'y a pas de fondement scientifique pour prétendre que seul l'emploi marchand crée le travail. Celui ou celle qui, pour son plaisir, enchaîne des allers-retours en piscine, celui ou celle qui porte dans ses bras son enfant pour l'amener à l'école, celui ou celle qui accompagne et suit ses gamins dans un stade le dimanche, tout cela ont des activités et tout cela fournissent du travail. Ce qu'ils font est aussi important que de taper sur un ordinateur dans un bureau. Malheureusement, le système capitaliste a plaqué là-dessus une hiérarchisation des activités humaines. Il n'y a qu'une explication, elle est purement idéologique. Il faut à tout prix, et c'est bien le cas de le dire dans ce domaine, maintenir la prééminence de l'activité qui sert à l'accumulation du capital. On vous parle d'organiser la vie après l'emploi, c'est-à-dire gérer ce qu'ils appellent votre temps libre.
Entre autres, je vous fais remarquer que s'il y a un temps libre, ça veut dire que quelque part, il y a un temps qui n'est pas libre. Juste comme ça, il y a donc du temps non libre, on le sait tous. En système capitaliste, vous auriez donc le droit de gérer ce qui vous reste après le travail. N'oubliez pas quand même le temps de transport qui en général n'est pas comptabilisé mais qui est lourd. C'est le moins qu'on puisse dire. Force est de constater que même ce temps libre est très structuré par des activités indispensables à la vie courante, comme s'approvisionner en nourriture et biens de toute nature, faire des démarches administratives, accompagner les enfants dans leurs loisirs, dans le loisir des enfants, hein, pas ceux des parents. Hein, ça peut devenir vos loisirs, mais c'est avant tout ceux des enfants. Et après tout, il vous reste vos soirées, vos week-ends, raison pour laquelle on ouvre les magasins sans interruption pour vous rendre service. Comme cela, vos journées peuvent être totalement consacrées à l'essentiel, c'est-à-dire à l'emploi, pour accroître les bénéfices du système capitaliste. Plus grave, aujourd'hui, il est devenu normal de parler des personnes pour qui le travail constitue le centre de l'existence. C'est une phrase qui a quelque part quelque chose d'assez terrifiant. Et on ne semble pas en mesurer les conséquences. La première des conséquences, c'est l'amputation définitive d'une partie de la vie des êtres humains et des aspirations des êtres humains. On n'a qu'une vie. Il n'y en aura pas deux, il n'y aura pas une seconde chance. Ce que vous ne faites pas maintenant, vous ne le ferez jamais. Point. Quand j'étais à Washington, que la Banque mondiale m'a demandé « Folio, il y a une urgence, il faut aller au Togo ». Il paraît qu'il y avait des urgences sur le développement. Quand on voit où en est le Togo maintenant, on peut se poser des questions. C'était dans les années 98, 99, quelque chose comme ça. Mon fils devait participer à des cérémonies au Canada à ce moment-là, où il était à l'université. Je n'ai pas eu le choix. J'ai dû aller au Togo. Je n'aurai jamais l'occasion de revoir, finalement, la cérémonie à laquelle participait mon fils. C'est tout. C'est-à-dire, on nous prive d'une partie de nos vies, systématiquement, et nous n'avons rien à dire parce que nous devons répondre, finalement, paraît-il, à la demande immédiate de l'emploi, pour lequel on crée des urgences qui sont le plus souvent très factices. L'emploi est devenu central. Le système a réussi à nous faire croire que les êtres humains existent uniquement par leur emploi. Pour résumer, si vous voulez, le système capitaliste a réussi à hiérarchiser les activités des êtres humains avec au sommet de la hiérarchie l'emploi marchand qu'il considère comme seul productif. C'est-à-dire qu'il va générer des biens ou des services marchands orientés d'abord pour servir les intérêts du sac du système d'accumulation et de concentration du capital. Pour le système capitaliste, en aucun cas les autres activités potentielles des êtres humains ne peuvent passer avant cette priorité. Toutes les autres activités sont considérées comme secondaires, y compris celles qui concernent la gestion de la cité ou du pays, qu'on vous demande de déléguer à des professionnels appelés des politiques afin de vous rendre totalement disponible pour votre emploi. C'est une totale négation de l'être humain en tant que tel avec toutes ses aspirations. Le système capitaliste ne structure pas l'emploi des êtres humains, il en structure la quasi-totalité des activités. C'est un système global, construit autour de l'emploi marchand. Libérer la valorisation des activités des êtres humains de ce carcan idéologique est un enjeu majeur pour les années qui viennent. Je voudrais juste aussi peut-être ajouter à cet argumentaire-là un autre élément sur l'impact sexiste de ce système. Dans nos sociétés majoritairement patriarcales encore, avec culturellement une très lourde prise en charge par les femmes des activités domestiques et des enfants, le fait de maintenir le temps d'emploi hebdomadaire de 35 à 40 heures ou plus reste un alibi supplémentaire pour que les hommes ne trouvent pas le temps de s'investir dans les tâches familiales et à contrario que les femmes soient considérées comme ne pouvant pas assurer les 40 heures quand elles ont des enfants. C'est-à-dire cette structure de travail-là qui est imposée actuellement continue à et finalement permettre, disons, une structuration sexiste de nos sociétés. Il y a un autre discours qui me paraît tout aussi pervers par rapport à l'emploi maintenant. C'est le discours sur la valorisation des êtres humains par leur emploi, par leur reconnaissance au travail. Même ce matin, j'ai entendu qu'il était question que c'était une bonne chose qu'on soit valorisé de manière importante par rapport à son travail. Certes, on peut l'être, mais notre emploi deviendrait l'espace privilégié de notre propre réalisation en tant qu'être humain. En gros, si vous voulez, pour résumer, mon employeur me reconnaît, donc je suis. Vous avouez que comme philosophie, c'est quand même un peu
un peu sommaire, oui, exactement, le mot sommaire est même peut-être pas tout à fait assez fort. Dans cette démarche-là, qui en plus est disons, analysée, argumentée par beaucoup de chercheurs qui publient beaucoup de livres, ils en viennent à considérer que les critères de reconnaissance, finalement, viennent uniquement des employeurs. Ils ont été construits dans le système capitaliste, en tout cas, uniquement par les tenants du système d'accumulation et de concentration du capital, complètement en dehors de l'employé, le plus souvent. Et on le prive de la possibilité de participer à la réflexion sur le sens et l'utilité de son travail pour la société dans laquelle il vit. Le SAC, ce système, a réussi l'exploit de faire croire que notre appartenance à une entreprise qui fait des bénéfices à son profit serait un élément essentiel de notre réalisation personnelle. C'est quand même un joli tour de force. Quant à la reconnaissance et les systèmes qui sont mis en place pour la reconnaissance dans les entreprises, je crois qu'il faut quand même regarder assez souvent les choses en face. Ce sont des systèmes qui sont montés pour, paraît-il, valoriser les gens qui travaillent. Le problème, c'est que souvent, ces systèmes-là sont montés par rapport à des performances. Vous êtes valorisé parce que vous êtes performant. Mais curieusement, vous êtes performant par rapport à un autre qui est moins performant. Donc, quand on vous valorise, bon, en même temps, on dévalorise l'autre. Il n'y a même plus besoin d'essayer de vous diviser, puisque finalement, vous finissez par vous diviser vous-même. Parce que, bon, évidemment, tout ça introduit des classifications des employés, des classifications entre les êtres humains. C'est quelque chose, quelque part, sur lequel on pourrait quand même se poser des questions. Est-ce que finalement, les êtres humains doivent être hiérarchisés comme ça, du plus performant au moins performant, systématiquement, et arriver à faire que finalement, c'est une concurrence permanente et que pour être bon, il faut finalement écraser celui qui est à côté. C'est quelque chose d'assez terrible. Je voudrais juste vous faire une remarque là-dessus qui est en dehors finalement de mon exposé proprement dit. En tant qu'économiste, on m'a souvent posé la question, bon Christian, toi qui étais là-bas dans ces histoires de Washington, au cœur de la bête, là, comment tu expliques finalement que l'économie libérale s'est étendue comme ça à toute vitesse? J'ai cherché effectivement pour essayer de trouver une réponse, une question qui revenait souvent. J'en ai trouvé une, peut-être c'est pas la bonne, mais elle me paraît quand même assez pertinente. Nous tous, y compris moi, quand nous mettons nos enfants à l'école, à partir de l'âge de 5 ans, et même avant maintenant l'école maternelle, on apprend au premier qui doit écraser le deuxième, que le troisième qui doit être meilleur que le troisième, qui est meilleur que le quatrième. Le 32e, il en a pris 31 sur la tête. Et dès le plus jeune âge, on apprend à nos enfants dans nos écoles, vous devez être devant l'autre. Vous n'êtes pas là pour collaborer, pour travailler ensemble. Vous devez être devant l'autre, vous devez être le meilleur. Et à chaque fois, vous écrasez ceux qui sont derrière. Après, on nous demande de construire des sociétés solidaires. Je pense que quand on regarde ça, on n'a pas beaucoup de questions à se poser pour savoir pourquoi l'économie libérale s'est si rapidement étendue. Notre système d'éducation et notre système scolaire est un système, effectivement, qui permet l'implantation et la généralisation du système libéral. Puisque le système libéral, c'est rien d'autre que les plus forts gagnent et les plus faibles perdent. On a les gagnants, on a les winners. Ne demandez pas ce que viennent les perdants, on s'en occupera toujours plus tard. C'est toujours la même histoire. Donc cette histoire de la reconnaissance au sein, disons, des entreprises, c'est quand même quelque chose à quoi il faut faire très attention. Certes, il est toujours bon d'être reconnu dans son travail, mais il est encore meilleur de savoir soi-même qu'on a fait du bon travail et de ne pas attendre que le patron vous dise merci ou vous donne une petite prime à la fin du mois. Ça devient des systèmes quand même assez bizarres, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc, si vous voulez, pour en finir peut-être avec l'histoire de l'emploi, je crois qu'il y a plusieurs éléments qui sont importants. D'abord, d'arriver à considérer qu'il n'y a aucune raison légitime de considérer que l'emploi l'emploi marchand, l'emploi pour les services, la production des biens, ait une prééminence de valeur par rapport aux autres activités des êtres humains. Il n'y a aucune raison scientifique, aucune légitimité à ces affirmations-là. Donc il nous faut absolument désacraliser l'activité des êtres humains que les tenants du SAC appellent travail et qui n'est que l'emploi marchand. Il faut faire sauter ce carcan. 1 heure de temps de vie d'un être humain consacré à une activité bénéfique pour lui ou à la société a autant de valeur qu'1 heure de vie d'un être humain consacré à la production de biens ou de services marchands.
Ce qui compte, c'est l'utilisation d'une heure de vie d'un être humain. Ce n'est pas nécessairement qu'il fasse une production marchande. Ça, c'était pour l'emploi. Je vais revenir sur un mot sur lequel vous avez tout lu, tout entendu, qui s'appelle le capitalisme. Vous dites, bon, c'est peut-être pas nécessaire de revenir là-dessus. Bon, quand même, je vais vous dire quelques mots, puisque moi j'ai été confronté à quelque chose de... J'ai eu une première vie d'alphabétiseur de base dans des pays très lointains où les gens étaient perdus au fin fond du Sahel, ou au fin fond de pays qui étaient difficiles. Et les gens me demandaient, mais Folio, on ne comprend pas. On est en train de bosser, on travaille comme des fous, tout ça, même nos enfants travaillent, on n'arrive pas à s'en sortir. Moi, je suis producteur de coton, et finalement, je vis dans la misère. Et quand je regardais, effectivement, je finis par me poser quand même une question. Comment se fait-il que, dans toute la chaîne de production, le seul qui ne peut pas s'acheter une chemise de coton neuve chaque année, c'est le producteur de coton. Et ce n'est pas une plaisanterie, c'est la vérité. Tous les producteurs de coton ne peuvent pas s'acheter. S'ils ont un peu d'argent, que le prix n'est pas si mauvais, ce qu'on veut leur donner, ils vont pouvoir s'acheter une chemise dans les marchés d'occasion. Finalement, une chemise qui a déjà été portée par les Blancs, et puis qui a été, enfin les Blancs ou les Noirs d'ailleurs, ou les Verts ou les Rouges, n'importe, par des gens du Nord dans les pays industrialisés, disons, et qui leur a été renvoyée parce qu'elle est un peu usagée, et qu'on revend sur tous les pays, disons, dans les villages, dans les marchés du Sud. C'est-à-dire que le producteur de coton, celui qui fait que le coton puisse exister, est le seul à ne pas pouvoir s'acheter une chemise en coton neuve. C'est quand même assez curieux. Donc, j'ai dû expliquer comment fonctionnait le système capitaliste à ces gens-là. C'était un peu compliqué, souvent analphabète. Donc j'en suis arrivé, disons, à essayer de choisir des éléments relativement simples et de finir par me dire qu'il y a quand même quelque chose de curieux. Les économistes qui ont fait des bacs plus, je ne sais plus combien, parce qu'il y en a beaucoup qui ont redoublé aussi, hein. Donc ça leur a pris du temps. Mais disons, ils n'arrivent même pas à expliquer ce que normalement on peut expliquer à l'école primaire. Le système capitaliste, l'accumulation du capital et la concentration du capital, c'est quoi? C'est simple, c'est j'ai 100, il faut que j'ai 110. J'ai 110, il faut que j'ai 120. J'ai 120, il faut que j'ai 130. C'est permanent, ça ne s'arrête pas. Si vous avez 100, que vous continuez à avoir 100, ça veut dire que l'autre à côté va vous manger, quoi. Vous êtes obligé de croître. Et vous êtes obligé d'accumuler votre capital. Un capital qui ne continue pas à accumuler est un capital qui finit par disparaître, qui se fait manger par les autres, dans leur système, dans ce système-là. Donc si vous voulez, quelque part, il faut aller les chercher, les 10. Donc les 10, qu'est-ce qu'ils ont fait pour aller les chercher d'une façon générale? Dans le passé, ils les ont pris autour d'eux, là où ils étaient installés géographiquement. Et puis petit à petit, ils sont allés les chercher dans les colonies. Et puis après, dans la néocolonisation. Et puis après, dans la mondialisation. Mais finalement, il y a un petit problème. Les peuples du Sud se réveillent. Je rappelle pour nos chers amis anglais qui se sont lancés dans le Brexit avec, pour beaucoup d'entre eux, la croyance de la puissance de leur pays par rapport à la commercialisation internationale, leur ancien empire colonial et tout ça, qui risque d'avoir quand même quelques drôles de surprises. Il y a 2 ans, je crois que c'est il y a 2 ans ou 1 an, il y a eu une grève, certains d'entre vous s'en rappellent peut-être encore, en Afrique du Sud. Les mineurs, pour l'or et le platine, ont réussi à mener une grève d'une extrême violence. Il y a eu beaucoup de morts. Ils ont réussi à obtenir 50% d'accroissement de leur salaire. Donc, nos chers amis anglais qui croient qu'ils vont pouvoir commercialiser comme du temps de leur ancien empire en gagnant un maximum, ils n'ont plus besoin de commercialiser avec l'Europe, ils pourront gagner beaucoup d'argent de l'autre côté avec leurs anciens amis, ils vont avoir des drôles de surprises. Les peuples se réveillent de l'autre côté. Et pour aller chercher les 10 que le capital a besoin pour continuer à croître, il a un problème. Donc maintenant, il commence à en chercher 5. Et les 5 qui lui manquent, où est-ce qu'il les prend? Eh bien, il les prend sur nous, sur ceux qui travaillent. C'est-à-dire, il fait baisser le niveau de salaire. Et là, pour arriver au niveau de rémunération, et pour parvenir à faire baisser le niveau de rémunération, croyez-moi, ils ont plein d'idées dans leur poche et vous en voyez arriver tous les 4 matins. La dernière en date étant effectivement la loi du travail, dont l'objectif principal, je le rappelle, restera quand même très certainement d'arriver à passer de la fameuse norme de branche à la norme des entreprises, où les plus grosses mangeront les plus petites, et finalement, on aura encore des baisses de revenus des employés. C'est surtout ça qu'il y a derrière tout ça. Donc le concept de capital, en lui-même, n'est pas si terrible. On peut avoir du capital et l'utiliser pour faire quelque chose, disons, ensemble.
Je prends l'exemple des LIP, par exemple. Et il y a encore des entreprises coopératives qui fonctionnent comme ça. Ce n'est pas le capital qui pose un problème. Ce qui pose un problème, c'est l'accumulation et la concentration du capital, qui, ça, induit des systèmes d'organisation du travail et d'organisation des sociétés, qui induit automatiquement, disons, un rejet d'une partie de la population. Il me reste combien de temps? 5 minutes. D'accord. Le temps est pour... Bon, juste... Non, parce que peut-être une chose importante, je voudrais revenir sur un de nos célèbres économistes, M. Piketty. Bon, M. Piketty a vendu beaucoup de livres, en particulier aux États-Unis, et pour cause. Il ne remet pas en cause le système capitaliste. Du tout. Il le dit d'ailleurs lui-même dans son livre. Je pense que il a dit à la page 62 de ce fameux livre, Le Capital au XXIe siècle, « Cela ne m'intéresse pas de dénoncer les inégalités ou le capitalisme en tant que tel, d'autant plus que les inégalités sociales ne posent pas de problème en soi, pour peu qu'elles soient justifiées, c'est-à-dire fondées sur l'utilité commune. » C'est pour le moins curieux. Mais ce n'est pas tout. C'est pas tout. À la page 82, encore plus instructif, quand nous parlons de capital sans autre précision, nous excluons, nous c'est lui et ses copains, nous excluons toujours ce que les économistes appellent souvent, à notre sens assez improprement, le capital humain, c'est-à-dire la force de travail, les qualifications, la formation, les capacités individuelles. Dans le cadre de son livre, le capital est défini comme l'ensemble des actifs non humains qui peuvent être possédés et échangés sur un marché. Bon, il y a deux problèmes par rapport à ça. Le premier, c'est que déjà, on dirait qu'il n'est pas très au courant de ce qui se passe dans les ventes des entreprises, parce que quand les gens vendent des entreprises, ils vendent en même temps le capital humain qui est à l'intérieur. Ça, c'est une réalité, donc il devrait revoir sa copie. Sur la deuxième chose, bon, sur son livre, il a fait un boulot très intéressant, qui est un boulot de statistique. C'est-à-dire d'identifier effectivement l'évolution du capital et de la rémunération du capital par rapport à la rémunération de la force de travail. Mais un point, c'est tout. Il ne faut pas lui demander de faire ce que lui-même, il n'a pas voulu faire. C'est-à-dire, les gens ont présenté dans les médias ce livre comme étant quelque chose d'extraordinaire, comme une alternative au système dans lequel on vit actuellement. Je suis désolé pour eux. Même lui, Piketty, n'a pas dit ça. Dans les faits, il n'a présenté qu'une analyse, disons, statistique. Et quant aux solutions qu'il propose, ce sont des solutions, disons, d'amélioration, d'arriver à faire que finalement la redistribution soit faite de manière plus raisonnable. Ça fait des siècles que les gens essaient d'avoir une rémunération plus raisonnable. Bon, je vais passer sur un certain nombre d'éléments parce que je prends trop de temps. Je vais en venir peut-être, disons, oui, je demande des prolongations. C'est le moment ou jamais. En venir à la gestion du temps de vie des êtres humains dans un système non capitaliste. Vous l'avez compris, j'étais au cœur de la bête pendant des années. J'ai vu l'impact de la bête sur les populations, parce que j'ai la chance de travailler sur le secteur agricole. Je ne reste pas dans les capitales. Je vais voir les populations. J'ai passé ma vie à sillonner, disons, vraiment les pays dans leur totalité quasiment. Et j'en connais beaucoup, en Afrique, en Amérique latine, en Europe du Nord et en Europe et aux États-Unis. Quand on regarde l'impact de ces systèmes-là sur les populations, il y a quelque chose de terrifiant. J'ai côtoyé, disons, la misère des morts et des morts. Ce qui est extrêmement grave, c'est de continuer à croire que ce système est quelque chose qui est favorable aux êtres humains. Quand véritablement on regarde comment vivent les gens maintenant par rapport à ce qu'ils vivaient il y a une quarantaine d'années, je ne sais pas comment on fait pour arriver à cette conclusion-là, quand on regarde la globalité des gens, pas seulement ceux qui vivent, disons, de manière agréable et qui ont de la chance, c'est tant mieux. Mais disons, au niveau du partage de la planète et au niveau de la vie des gens, c'est quand même pas tout à fait ça. Donc, je me suis dit quelque part, et mes amis m'ont dit assez souvent, bon Christian, qu'est-ce que tu peux nous proposer comme autre système économique? J'ai essayé de chercher là aussi, et la réponse, elle est compliquée. C'est-à-dire, je ne peux pas vous proposer un système économique si vous ne me proposez pas le modèle de société dans lequel vous voulez vivre. Dans quelle société voulez-vous vivre? À partir de là, on peut bâtir un modèle économique alternatif. L'exploit du système capitaliste, il est relativement simple.
Ils ont bâti le système d'accumulation et de concentration du capital. Constitution, accumulation, concentration. Et à partir de là, ils font rentrer les sociétés à l'intérieur. Ils font rentrer les sociétés à l'intérieur dans le système. Le problème, c'est qu'on n'a pas essayé de regarder véritablement des groupes par-ci, par-là. Beaucoup de gens ont travaillé là-dessus, ont proposé des alternatives, mais c'est quelque chose qui reste très segmenté et qui n'est pas encore une proposition véritablement globale. Donc, je suis parti sur un certain nombre d'éléments. Bon, je ne vais pas tous vous parler de tout ça aujourd'hui, surtout que je suis dans les prolongations. Seulement, disons, sur le temps de travail. Pour arriver à réfléchir sur le temps de travail, j'ai regardé finalement dans les pays que j'avais vus et dans les pays dans lesquels je vis actuellement, la France, à Montpellier, regardez aussi comment vivent les gens. Est-ce que finalement, dans le temps de vie des êtres humains, il y a des éléments qui structurent le temps de vie des êtres humains? J'en ai trouvé 4. Dans ces 4-là, il y en a un qui est le temps de la production des biens et des services. Les capitalistes vont dire, ben, vous voyez, on vous l'avait bien dit, hein, vous y revenez toujours. C'est vrai, il y en a un. Il faut produire des biens et des services, c'est nécessaire. Sauf qu'il y en a 3 autres, et que ceux-là, ils les oublient. Dans les 3 autres, il y a le temps de la vie d'un être humain pour sa famille et ses amis. Ça fait partie de notre vie. Qu'il le veuille ou non, ça fait partie de notre vie. Il y a le temps, ensuite, en tant qu'être humain, pour soi-même, pour moi-même, pour moi seul. Je veux avoir du temps pour moi, pour m'informer, pour me former, pour divaguer, pour faire la sieste, pour faire ce que j'ai envie de faire, pour aller nager, n'importe quoi. Je veux avoir du temps pour moi. Et en tant qu'être humain qui n'aura pas la chance d'avoir une 2e ou une 3e vie, j'exige que ce temps de ma vie soit respecté. Et le 4e temps de vie structurant, finalement, qui structure la vie des êtres humains, c'est la normale participation à la vie de la cité et à la politique. Les êtres humains, aucun être humain ne peut vivre seul. Nous sommes normalement des êtres sociaux. Donc on doit pouvoir participer à la vie, disons, de la société et à la faire évoluer. Ça doit être comptabilisé dans notre temps de vie, on y a droit. Donc quand on vous balance sur la tête des 40 heures par semaine, des 50 heures par semaine, ça ne peut pas marcher et ça ne marchera jamais. On nous dit, oui, les gens ne s'intéressent pas à la politique. Tu m'étonnes qu'ils ne s'intéressent pas à la politique. Quand ils se sont payés 40 heures de boulot, plus le temps de transport, plus les activités pour s'occuper de tout ce qui va avec la vie, ils n'ont pas beaucoup de temps pour s'intéresser à la politique, ça c'est clair. Donc ce temps-là doit être prévu dans le temps de vie des êtres humains. Donc pour moi, il y a 4 temps de vie. Et on doit organiser le système de vie de la société par rapport à ces 4 temps de vie. Ça veut dire que quelque part, le temps de la production pour les biens et les services ne devrait pas dépasser 24 ou 30 heures par semaine au grand maximum, et très certainement en 24 heures. Et qu'on ne me dise pas que ça n'est pas possible, parce que même dans le système, moi je suis pour un système non capitaliste, c'est-à-dire réinventer l'économie à partir d'un certain nombre de choses sur lesquelles on va devoir travailler ensemble. Mais même dans le système capitaliste, actuellement en Suède, Toyota, c'est pas quand même un petit capitaliste Toyota, ils ont 30 heures par semaine à Göteborg. Des hôpitaux suédois travaillent avec 30 heures par semaine. Des services administratifs suédois travaillent avec 30 heures par semaine. Pire, même pour leurs analyses, pour les fameux économistes Télésica, là, qui disent que c'est pas rentable, que c'est pas possible, on ne pourra jamais y arriver, comment est-ce qu'ils peuvent demander des réductions de travail comme ça? Toyota a dit qu'au contraire, ses ouvriers sont plus productifs avec 30 heures que ce qu'ils l'étaient avant. Donc, ils ont mis en place des systèmes de 2 équipes. Ça crée des emplois. On est obligé, disons, effectivement, d'employer plus de personnes. Mais on peut prendre largement, comme l'a dit ma collègue tout à l'heure, il y a tellement d'argent qui est là et qui sert à bien d'autres choses, disons, qui pourrait être utilisé pour rémunérer effectivement les 2 équipes en question. Donc, il s'agit bien de sortir de ce sac, de ces systèmes d'accumulation et de concentration du capital. Il s'agit de reconstruire une société sur laquelle on respecte la vie des êtres humains, en tant qu'être humain, pas en tant que producteur de biens et de services. Et je crois que, bon, maintenant, il y a quand même un certain nombre de mouvements qui se lèvent, et bon, avec nos expériences, il ne nous reste plus qu'à les accompagner pour s'assurer qu'au moins nos petits-enfants pourront voir ça.